Bonjour à toutes et à tous. Je remercie très chaleureusement la communauté urbaine de Strasbourg de m'avoir proposé de participer cet après-midi à cet échange avec vous. C'est un très grand plaisir pour moi d'avoir l'occasion d'échanger avec vous sur les questions européennes. C'est toujours un plaisir d'être à Strasbourg. Alors moi, je suis à Strasbourg tous les mois dans le cadre de mes fonctions, puisque au secrétariat général des affaires européennes, j'ai notamment la charge de gérer la relation qu'entretient l'État avec le Parlement européen. Et donc, à ce titre, nous sommes chaque mois pour la session plénière du Parlement européen avec mon équipe à pied d'œuvre pour essayer de convaincre nos amis parlementaires européens, quelle que soit leur sensibilité politique et leur appartenance nationale, du bien fondé des positions françaises. Donc c'est un vrai travail qu'on peut rapprocher d'un travail de lobbying, mais sauf que c'est un travail de lobbying qui s'inscrit dans la défense de l'intérêt général, ce qui est un petit peu différent, mais ce qui présente énormément d'intérêt, mais j'aurai sans doute l'occasion d'y revenir avec vous un peu plus tard. Donc, peut-être, d'après ce qui m'a été demandé, pour essayer de coller au plus près possible des attentes de cette intervention, un petit point de cadrage général avec vous sur l'actualité européenne, qui est extrêmement riche en cette fin d'année 2014, qui a notamment vu le renouvellement général des institutions communautaires, et puis une focalisation peut-être un tout petit peu plus spécifique sur la question des collectivités et des enjeux pour les collectivités des différentes décisions qui ont été prises récemment, notamment en matière d'affectation de ressources budgétaires, puisque vous savez que l'enjeu, notamment pour un pays comme la France, est un enjeu d'investissement de long terme et que, bien évidemment, les collectivités ont vocation à être les premiers leviers de cet investissement de long terme sur les questions européennes. Alors, plus généralement peut-être, pour commencer sur les questions européennes liées à cette année 2014. Depuis les élections au Parlement européen le 25 mai dernier, on est dans un long tunnel institutionnel qui est en train simplement de se terminer et qui a conduit à un énorme mouvement général, à la fois politique et administratif. C'est ce que nous on appelle le grand mercato qui arrive tous les 5 ans, puisque avec l'élection au Parlement européen, en fait, c'est l'ensemble des institutions dont les visages politiques et administratifs sont appelés à changer. Pour beaucoup de nos concitoyens, et peut-être même pour certains d'entre vous, les échéances au Parlement européen, elles commencent et elles se terminent avec l'élection. Mais en fait, l'élection du Parlement européen, c'est simplement la partie émergée de l'iceberg. Et c'est simplement le début d'un long processus institutionnel qui va durer pendant 6 mois et qui va voir le renouvellement de la Commission européenne, le changement à la présidence du Conseil européen et tout un tas de mouvements beaucoup moins faciles à observer, mais qui sont aussi tout à fait significatifs, notamment dans les cabinets des commissaires, où il y a également de vrais enjeux d'influence pour les commissaires et pour les parlementaires, mais aussi pour les États membres. Donc on sort de ce tunnel-là qui a été extrêmement complexe. La plupart des éléments constitutifs de ce grand mouvement étaient prévisibles et largement attendus, mais il y a quand même eu quelques surprises. Certaines étaient bonnes, d'autres étaient mauvaises, et il faut évidemment fonctionner avec cette nouvelle configuration institutionnelle. Les résultats des élections européennes à l'échelle européenne ne se sont pas traduits par un changement significatif de grande majorité politique. C'est le centre droit qui a viré en tête. Il a subi un tassement de son électorat et donc une diminution assez significative du nombre de députés européens. Pour autant, c'est toujours la première force politique du Parlement européen. Les socialistes, qui étaient déjà seconds depuis 3 mandatures, restent seconds. Eux aussi subissent un léger tassement, mais ils se maintiennent comme la deuxième force politique du Parlement européen. La nouveauté, c'est que le troisième groupe, qui historiquement a toujours été le groupe libéral, qu'on appelle l'ADLE, l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe, qui a comme président Guy Verhofstadt, lui est passé de la 3e à la 4e place, ce qui accuse un vrai tassement du potentiel électoral des centres en Europe. Le troisième groupe du Parlement européen, maintenant, c'est un groupe conservateur. Et ça, c'est assez nouveau dans le paysage politique européen. Les groupes conservateurs, qui sont notamment à partie droite de l'hémicycle, avaient toujours enregistré des taux, des scores électoraux qui les mettaient 4e, 5e force du Parlement européen. Maintenant, ils sont 3e. Ils n'ont pas un écart de voix significatif avec les libéraux, mais ça prouve que c'est une force politique avec laquelle il faut compter. Évidemment, l'essentiel des sièges de ces groupes conservateurs sont plutôt occupés par des Britanniques,
des Polonais, des grandes délégations venues d'Europe de l'Est et d'Europe du Nord. Il n'en demeure pas moins que même si leur projet politique est très très différent de celui historique de la France, de l'Allemagne et en général des pays fondateurs, aujourd'hui ils comptent énormément dans le système politique européen. C'était pas une surprise, mais ça confirme un mouvement qu'on avait déjà anticipé depuis un an et qui s'est confirmé avec les élections au Parlement européen. Évidemment, la grande évolution dans les rapports de force politiques et institutionnels, c'est le résultat des extrêmes. Alors, il ne faut pas se tromper. En France, on a été très marqué par le résultat très très significatif des voix du Front National, qui a envoyé au Parlement européen en fait la plus importante des délégations parlementaires françaises. Aujourd'hui, la plus importante délégation parlementaire française, c'est le Front National. Ils ont 24 députés. Dans la précédente mandature, ils en avaient 3. Donc vous voyez l'incroyable augmentation du ratio en termes de proportionnalité. La deuxième délégation parlementaire française, c'est celle de l'UMP qui siège au PPE. Ils ont 20 députés. Donc un écart quand même assez significatif entre les voix des extrêmes et les voix qu'on va qualifier un peu rapidement des centres. Pour autant, si le Front National a fait une percée très significative en France, ce n'est pas nécessairement représentatif de sa réelle force de frappe politique à l'échelle européenne. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas réussi à construire un groupe parlementaire. Vous avez sans doute regardé ça dans la presse. À plusieurs reprises, on s'est un petit peu focalisé sur la possibilité qu'auraient les députés du Front National français de se coaliser avec d'autres députés d'autres États membres pour créer un groupe parlementaire. En fait, ils n'en ont pas été capables. Il y a plusieurs critères qu'il faut remplir pour pouvoir créer un groupe au Parlement européen. Un critère de nombre de députés, un critère de nombre d'États membres. Ils ont bien évidemment largement le nombre de députés nécessaires, mais ils ne constituent pas un nombre suffisant d'États d'origine. Donc ils ne sont pas un groupe politique. Alors, ce n'est pas simplement un problème cosmétique. Le Parlement européen est une institution qui est très très largement organisée autour de ces groupes parlementaires, comme la plupart des parlements des États membres d'ailleurs, au premier rang desquels le Parlement français. Et donc, si vous n'êtes pas un groupe parlementaire, objectivement, vos capacités d'influer sur le processus de décision sont très limitées. Très limitées. Peut-être que les députés du Front National français, en l'occurrence, ont une très grande surface de visibilité médiatique, mais dans la réalité des faits, ils sont quasiment très peu en situation de pouvoir peser dans les décisions qui se prennent au Parlement européen. Dès lors qu'ils n'appartiennent pas à un groupe constitué, ils ne peuvent pas avoir de vice-président du Parlement européen, ils ne peuvent pas avoir de questeur, ils ne peuvent pas avoir de président de commission parlementaire, ils ne peuvent pas avoir de coordinateur, ils ne peuvent pas avoir vraiment voix au chapitre au moment où on délibère sur les votes de rapports importants dans le processus législatif. Ils ont évidemment une capacité de déposer des amendements en commission, mais leur capacité de déposer des amendements en session plénière est très très limitée. Très limité. Donc une très grande surface de visibilité médiatique, mais finalement une capacité à être actif dans les stratégies de négociation européennes qui est finalement assez pauvre. Donc ce Parlement européen, ces grands équilibres n'ont pas significativement changé. Il y a une tendance de fond au Parlement européen qu'on observe depuis déjà plus de 10 ans, c'est que plein de raisons à la fois techniques et politiques, je ne rentre pas dans le détail, sauf si évidemment vous avez des questions, auquel cas ce sera un plaisir, mais dans les grandes lignes, c'est un Parlement qui a toujours tendance à construire ses majorités au centre. Et si on regarde ça d'un point de vue statistique, vous vous rendez compte que sur la législature 2009-2014, en fait c'est plus de 87% des textes qui ont été adoptés sur la base d'une majorité très puissante, construite par le centre droit et par le centre gauche. Le centre droit, c'est le groupe PPE, le Parti populaire européen, qui était précédemment présidé par un Alsacien, Joseph Daul, que vous connaissez tous. Et le centre droit, c'est le groupe SED, donc les socialistes et démocrates, qui est aujourd'hui présidé par un Italien, M. Pittella. Le Parlement européen, pour les États en général, et pour un État comme la France, est un interlocuteur extrêmement puissant. C'est pas du tout un interlocuteur marginal ou quelqu'un dont on pourrait considérer avec distance ou commisération les votes. Pas du tout. Le Parlement européen est un co-législateur de l'Union européenne, à égalité avec les États membres. Vous pouvez considérer aujourd'hui qu'en Europe, dans 85% des décisions qu'on prend, il n'y a pas de possibilité de tomber sur un texte qui s'appliquera s'il n'a pas fait l'objet d'un compromis entre les 27 États membres au Conseil et les députés au Parlement européen. On a construit un système institutionnel qui est très intéressant. Il est unique au monde. Je ne dis pas que c'est le meilleur, je dis qu'il est très spécifique. Il est très spécifique parce qu'on a créé un système où les États ont accepté de auto-limiter leurs prérogatives.
Aujourd'hui, quand bien même vous auriez l'unanimité des 28 États de l'Union européenne pour prendre une décision, si le Parlement européen n'est pas d'accord, ça ne passe pas. Les États ne peuvent pas passer en force contre le Parlement. Ça n'est pas possible. Ni politiquement, ni juridiquement, ni institutionnellement. Soit on arrive à s'entendre, soit il n'y a pas de texte. Or, on arrive toujours à s'entendre, mais c'est plus ou moins facile. Donc, j'attire votre attention sur le fait que personne n'a braqué un pistolet sur la tempe des États membres pour qu'ils auto-limitent leurs compétences. C'est le choix souverain des États membres de franchir un saut qualitatif dans la progression vers un système démocratique qui limite le pouvoir des États au profit du Parlement de Strasbourg. Et bien mine de rien, un système d'autolimitation de cette nature, ça ne s'était jamais vu. Dans aucun système de coordination régionale ou continentale. Encore une fois, ce n'est pas ce qui fait sa valeur, c'est ce qui fait sa spécificité. Donc, puisque les États ont consenti à cette évolution, qui est ancienne, qui remonte au traité de Maastricht en 1992, et qui en fait a progressé de traité en traité en permanence, le Parlement européen a sans cesse gagné en prérogatives. Les prérogatives du Parlement se sont alignées sur les prérogatives des États. Et aujourd'hui, vous avez un système où en fait les deux partenaires sont sur un strict pied d'égalité, sauf dans quelques domaines très particuliers, pour lesquels les États conservent encore évidemment un ascendant sur la prise de décision européenne. Ces sujets, vous les connaissez, ce sont les sujets très puissamment régaliens, que sont les questions fiscales, les questions de droit social, les questions de culture, les questions militaires et de défense. En dehors de ce périmètre, tous les sujets sont des sujets dits communautaires, et tous les sujets sont pris selon la procédure législative ordinaire. Et dans cette procédure, il faut impérativement l'accord du Conseil et l'accord du Parlement sur un texte unique. Pourquoi mon équipe et moi-même sommes à Strasbourg tous les mois ? D'abord, c'est pour le plaisir d'être à Strasbourg, soit, mais c'est aussi parce qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ce que fait le Parlement européen. C'est devenu absolument essentiel. Si je devais résumer ça d'une phrase un peu cinglante, je dirais qu'aujourd'hui, pour un pays comme la France, en Europe, nos plus grandes victoires, on les a au Parlement européen, et nos pires défaites, on les a au Parlement européen. Pourquoi nos plus grandes victoires ? Parce que il peut arriver que la France n'obtienne pas tout ce qu'elle veut avec ses partenaires au Conseil. D'une manière générale, on obtient ce qu'on veut, on est quand même un État très puissant dans le collège des nations. Mais il peut aussi arriver que certains des éléments d'une négociation n'aillent pas complètement dans le sens de ce qu'on aurait voulu. Est-ce que c'est une raison pour bloquer ? Non. La France a une responsabilité historique. C'est l'un des grands États fondateurs. Et la France met toujours son énergie dans la balance pour obtenir un compromis entre les États membres. La France peut parfois taper du poing sur la table, mais ça n'est pas un État bloquant. On ne peut pas dire autant de tous nos partenaires, qui sont parfois prêts à bloquer un texte s'ils estiment que leur intérêt national n'est pas complètement suffisamment défendu. La France ne fait pas ça. Moi qui fréquente le Conseil tous les jours depuis des années, je peux vous dire qu'il n'y a pas un seul jour qui passe, sans qu'au Conseil, la France consente à aller un tout petit peu plus loin que ce qui aurait été idéal pour elle, pour satisfaire aux conditions de la définition d'un compromis à 28. Alors, les États vous diront que c'est la responsabilité historique des grands États fondateurs. Ok, peut-être. N'empêche que ça reste toujours des micro-compromis, ça reste toujours des petites acceptations, et ils se font toujours, sinon au détriment, mais du moins dans un jeu de vase communicant, sur la part qui serait revenue à l'intérêt national. Donc, je veux bien prendre en considération que c'est une grande responsabilité qui incombe historiquement aux pères fondateurs, mais il n'en demeure pas moins que tous les jours, la machine politico-administrative française mobilise sa force de frappe à Bruxelles, parce que c'est au Conseil, pour aller dans le sens du compromis. Encore une fois, on ne peut pas en dire autant de tous les États membres. Mais une fois qu'on a obtenu ça, il faut traiter le Parlement européen. Parce que soit on est satisfait du compromis et il faut que le Parlement le confirme, soit on est satisfait du compromis et il faut à tout prix éviter que le Parlement le modifie, soit on n'est pas totalement satisfait du compromis et il faut essayer que le Parlement le corrige conformément à nos souhaits. Tout ça suppose, vis-à-vis du Parlement européen, un très très gros travail d'influence. On peut aller jusqu'à dire un très très gros travail de lobbying, je ne vois absolument rien de contestable dans l'utilisation de ce terme. Bien évidemment, si vous prenez en considération le fait que le Parlement européen est un interlocuteur de référence et que ses pouvoirs sont désormais égaux à ceux des États, les États qui sont très puissants au Parlement européen sont très puissants en Europe. Et les États qui sont moins puissants au Parlement européen diminuent en fait leur capacité d'influence à l'échelle du continent. Si on dit souvent
que l'Allemagne est un pays extraordinairement puissant en Europe, ce qui n'est pas contestable. C'est aussi parce que l'Allemagne, qui bénéficie de très grosses prérogatives au Conseil, parmi les États membres, est aussi de loin le pays le plus puissant du Parlement européen. Et donc cette capacité à être très puissant concomitamment dans les deux institutions confère à l'Allemagne une vraie capacité d'influence à l'échelle du continent. Il y a d'autres paramètres qui expliquent aujourd'hui la très grande puissance allemande, mais sur le plan institutionnel, c'est très clairement ce double positionnement au Conseil parmi les États et au Parlement parmi les députés qui explique pourquoi l'Allemagne est à ce point un moteur puissant dans les négociations européennes. Quid de la France? À l'évidence, et c'est évidemment pas un jugement de valeur de ma part sur le choix du peuple souverain, mais les élections européennes du 25 mai dernier ont eu pour effet indirect de diminuer la capacité d'influence française en Europe, puisque, objectivement, nous avons perdu notre capacité d'influence au Parlement européen. Elle n'a pas été vitrifiée, elle a été amputée. Il est bien évident que quand votre première délégation parlementaire nationale siège parmi des députés qui ne font pas partie d'un groupe parlementaire, votre capacité d'influence nationale, elle est amputée d'autant. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était au sein du groupe PPE et du groupe socialiste, ensemble, que se créaient les conditions d'un compromis. Eh bien, je vous donne juste un chiffre qui va complètement illustrer mon propos et qui va vous permettre de mesurer de façon très précise la nature des rapports de force entre les États membres. 64% de la délégation parlementaire allemande siège entre ces deux groupes. 42% de la délégation parlementaire française seulement siège entre ces deux groupes. Et donc l'écart de compétitivité en termes de capacité de puissance entre les deux États, elle se trouve là, et nulle part ailleurs. Je ne veux pas rentrer dans un trop grand niveau de détail sur le fonctionnement du Parlement européen, ce n'est pas mon propos de cet après-midi. Mais vous devez savoir qu'au Parlement européen, il y a une catégorie d'acteurs qui jouent un rôle absolument essentiel, ce qu'on appelle les coordinateurs, qui au sein de chaque commission parlementaire, en fait, jouent un rôle très puissant pour organiser les majorités de vote. Je ne rentre pas dans le détail. L'Allemagne aligne 43 coordinateurs, c'est-à-dire sur 156. Donc vous voyez en pourcentage ce que ça représente. La France n'en a que 11. Voilà. Donc une fois qu'on a proposé ces deux chiffres, le pourcentage de la représentation parlementaire française et allemande dans les groupes qui font les blocs majoritaires, et la capacité des deux pays à aligner sur le champ de bataille de la négociation un nombre significatif de coordinateurs, vous avez numériquement à peu près analysé l'essentiel des rapports d'influence entre les deux États. Voilà pour ce qui est du Parlement européen. Donc si je résume, c'est une institution dont les majorités de vote n'ont pas significativement bougé, toujours une très très grande tentation de faire les majorités larges au centre, ce qui permet aussi au Parlement d'être puissant face au Conseil. Malheureusement, l'Allemagne surnuméraire dans les lieux d'influence, la France significativement moins présente que par le passé dans ces mêmes lieux d'influence. Est-ce que la messe est dite? Est-ce qu'on n'a plus aucune capacité d'influence en Europe parce qu'on est moins puissant au Parlement européen qu'on ne l'était dans les deux mandatures précédentes? Bien sûr que non. Mais il faut compenser. Et cette compensation, elle est difficile à mettre en œuvre. Elle est coûteuse en temps, elle est coûteuse en énergie, elle est coûteuse en moyens. Or, des moyens, nous non plus, nous en avons de moins en moins. Les capacités de l'État faiblissent, y compris en termes de ressources humaines, et nous sommes moins nombreux pour faire un travail toujours plus exigeant. Et il est bien évident que la complexité du mécanisme de décision européen au Parlement européen nous pose aussi un problème d'organisation pour l'État. Aujourd'hui, on fait face. Le système ne tourne pas à nouveau à plein régime, le Parlement est encore en train de s'installer dans sa vitesse de croisière. Les premiers textes vraiment législatifs vont commencer à sortir à partir du mois de janvier, du mois de février, et on saura exactement quelles sont les forces en présence. On sait qu'on aura un effort redoublé à fournir pour qu'on puisse espérer maintenir le même niveau d'influence que celui que nous avions précédemment. Ça supposera un peu de réorganisation, et ça supposera une vraie capacité à aller chercher les acteurs individuellement, quelle que soit leur sensibilité politique et quelle que soit leur nationalité. L'idée qu'on puisse faire l'influence de la France au Parlement européen avec les députés français est une idée révolue. D'abord, je ne suis pas sûr qu'elle ait jamais été pertinente, mais là, de toute façon, il est démontré qu'elle n'a pas de sens. Voilà. Il faut faire de l'influence avec les gens influents. Et il ne faut pas avoir de logique de discrimination par nationalité, il ne faut pas avoir de logique de discrimination par sensibilité politique. Il faut prendre les individus pour ce qu'ils sont, des vecteurs individuels d'influence et les traiter individuellement. Du coup, il faut vraiment faire du sur-mesure. Il y a très très peu d'États qui ont la capacité de faire ça. Heureusement, nous en faisons encore partie, et pourvu que ça dure. Première étape de cette longue évolution institutionnelle de 2014, le Parlement européen. Après, la Commission.
Alors la Commission, on a beaucoup parlé de l'élection, puisqu'il s'agit d'une élection désormais de Jean-Claude Juncker à la présidence du Parlement européen. Vous savez que maintenant le président de la Commission européenne bénéficie d'une majorité parlementaire vraiment stable et clairement identifiée. Le Parlement européen compte 751 députés. Ça fait une majorité simple à 376. Le potentiel majoritaire du président de la Commission européenne est à 479 voix. C'est l'alliance entre le centre droit, le centre gauche et les libéraux. La vieille alliance historique des grands partis pro-européens. C'est une majorité très confortable, qui permet de passer sur n'importe quel texte, pour autant que le président de la Commission européenne arrive à maintenir cette majorité stable. Évidemment, les grands États qui l'ont porté à la place qui est la sienne, au premier rang desquels la France et l'Allemagne, ont tout intérêt à ce que cette majorité soit stable et dure dans le temps. Après, évidemment, une fois l'élection du président de la Commission européenne acquise, vous avez l'identification des commissaires. On en a beaucoup parlé. Et surtout, l'affectation de leur portefeuille. On en a aussi beaucoup parlé. Consécutivement à quoi, le Parlement européen procède aux auditions. Ça s'est fait ici même à Strasbourg et en partie également à Bruxelles. Les choses ne se sont pas passées de façon simple. Beaucoup de commissaires européens ont été mis sur la sellette. Le commissaire français, il faut le dire, a passé un sale quart d'heure. On a évité le pire, puisqu'il a été question à un moment de passer son approbation au vote individuel, ce qui aurait été, au-delà d'une contre-performance, une vraie gifle. Finalement, les choses se sont arrangées au niveau approprié pour que nous n'ayons pas besoin d'en arriver là. Et l'ensemble du collège des commissaires a pu être investi dans des conditions plutôt satisfaisantes, à l'exception d'un État membre qui a dû subir l'humiliation de retirer sa commissaire pour lui substituer un autre candidat. Chose que nous avions par ailleurs déjà observée en 2004 et que nous avions également observée en 2009. Donc on est quand même en train de s'acheminer tranquillement vers un schéma de prise de décision où globalement les commissions européennes sont investies, mais le Parlement exige toujours un tribut et tire une balle dans la nuque du candidat qui lui semble être le plus faible, ce qui est une façon de se positionner en début de mandat et de jouer une forme de confrontation interinstitutionnelle à son profit. C'est d'autant plus dopant pour lui que c'est en public. L'ensemble de ces auditions se fait avec la présence du public, en visioconférence, en streaming sur Internet et en temps réel. Donc cette capacité aussi d'avoir une visibilité médiatique très forte, c'est très tentant pour faire de la politique un peu spectacle. Sur la question de la répartition des portefeuilles des commissaires par commissaire, ça c'est un vieux sujet. Évidemment, à la Commission européenne, tous les portefeuilles ne se valent pas, de même que dans un gouvernement, tous les portefeuilles ne se valent pas. Il paraît tout à fait évident qu'on est quand même tous conscients qu'on a plus envie d'être ministre de l'économie et des finances que des sports. Ça fait pas injure au sport, c'est juste que ça positionne pas les personnes de la même façon dans l'appareil de la République. Et bien au Parlement, à la Commission européenne, c'est exactement la même chose. Évidemment, vu la situation économique, vu la situation de la crise financière, vu les questions de relance de l'investissement, et j'y viendrai dans ma deuxième partie, l'ensemble des commissaires qui se voient attribuer des compétences en matière économique sont évidemment ceux qui comptent parmi le premier cercle d'influence de Bruxelles. Et à ce jeu, la France a plutôt bien tiré son épingle du jeu, puisque Pierre Moscovici s'est vu attribuer les compétences sur la question économique et la zone euro. Pas seul, évidemment, il y a un vice-président de la Commission européenne qui est aujourd'hui très clairement positionné pour travailler avec lui, avec objectivement une capacité hiérarchique importante. Pour autant, on va considérer que la France est plutôt bien servie. Ça a aussi un effet induit sur les positionnements des États. Je suis stupéfait que l'Allemagne ne pense plus que économie numérique depuis quelques mois, curieusement, alors que ça n'avait jamais été dans les écrans radars de ses priorités jusqu'à présent. Il a fallu que M. Oettinger se voit attribuer le portefeuille du numérique pour que ce soit la grande priorité de la chancelière. Comme quoi, il y a aussi des systèmes de réaffectation des priorités nationales en fonction de l'attribution des responsabilités dans les portefeuilles des commissaires. Heureusement que normalement les commissaires ne sont pas supposés représenter leur État, parce que sinon on se demande ce que ça serait. Dernier point de cette évolution institutionnelle qui a, comme vous pouvez le voir, largement rebattu les cartes. Ça, c'est quelque chose qui échappe complètement aux opinions publiques et même aux observateurs. Pour la plupart d'entre eux, ça passe complètement en dessous des écrans radars. C'est la composition des cabinets des commissaires. Ça, c'est un élément un peu politiquement honteux de la façon dont on joue de l'influence à Bruxelles, mais je l'évoque avec vous parce que ça prend un temps considérable et c'est devenu aujourd'hui un objet de rivalité très dur entre les États membres. Les États veulent influencer au maximum la façon dont les commissaires européens composent leur cabinet.
Un commissaire est toujours entouré d'un nombre restreint de collaborateurs, rien à voir avec les cabinets français. Il y a 6 collaborateurs par commissaire, avec des logiques de répartition par nationalité, par statut, homme-femme, etc. Donc on ne peut pas les composer de façon totalement discrétionnaire, mais enfin il y a quand même la capacité, quand on fait un vrai travail d'influence, de pencher dans la balance pour que au moins vous puissiez bénéficier d'interlocuteurs de référence. À ce jeu-là, la France a maintenu son score des mandats précédents. Ça a été très difficile, très très difficile, plus que par le passé. Autant le dire de façon tout à fait franche avec vous. L'appétence pour recruter des Français parmi les collaborateurs politiques de premier niveau a considérablement fléchi. Moi, quand j'ai commencé ma carrière dans les affaires européennes il y a 12 ans, il fallait avoir un Français dans son cabinet. C'était non seulement rationnel, mais c'était même chic. Maintenant, c'est quasiment ringard. Vous avez raison, il faut mieux en rire, mais au-delà du caractère un peu burlesque du propos, c'est un épouvantable indicateur de l'affaiblissement de notre influence. Qu'il n'y ait plus de recherche de sensibilité française dans les entourages des décideurs, c'est un effondrement, non seulement de ce que nous sommes, mais aussi de ce que nous représentons. Donc aujourd'hui, la France est, sur la scène européenne, très largement handicapée par l'affaiblissement de sa cote réputationnelle, en fait. L'image de la République est fragilisée, c'est absolument pas quelque chose de rationnel, ça ne correspond pas à la réalité de ce que nous sommes, ça correspond à un univers où la façon dont on projette une image conditionne la capacité à influencer la réalité. Nous avons, dans une certaine mesure, perdu la bataille de l'image. Ça n'est pas une défaite définitive, on va remonter cette pente. Je vous signale quand même qu'il y a quelques années, on a connu la France surcotée. La France était en situation de projection abusive de sa puissance. Les années qui ont été consécutives à la présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2008 étaient des années où la France était au-dessus de sa cote. Maintenant, la France est en dessous de sa cote. La réalité est quelque part entre les deux. Mais façonner la réalité et réimposer dans l'imaginaire collectif la réalité de ce que représente un État est un travail extrêmement complexe qui touche dans une certaine mesure à des paramètres très irrationnels. Donc ça suppose de mobiliser d'autres catégories de moyens, et je pense qu'à ce jeu, la France a moins d'atouts que des pays qui ont davantage cette culture, au premier rang desquels les anglo-saxons. Encore une fois, mon propos n'est pas défaitiste, il est de vous exposer de façon très franche une réalité qui n'est pas facile. Mais nous sommes armés pour l'affronter, et nous allons remonter la pente, j'en suis absolument convaincu. Voilà pour ce qui est de ce que je voulais vous indiquer en ouverture de mon propos sur la partie 2014 et cette grande actualité des évolutions institutionnelles qui reconfigurent beaucoup le jeu politique et les rapports de force entre les États. Je voulais évoquer maintenant la question qui touche au cœur du propos qui m'a été demandé aujourd'hui sur les collectivités et les enjeux européens des politiques en cours. Mais si vous avez des questions à ce stade sur ce que j'ai dit précédemment, je vous cède la parole avec plaisir. Au-delà des questions, vous avez peut-être des commentaires. Vous n'avez rien compris en fait. Je pense que la salle est désarçonnée parce qu'en règle générale, le propos est continu et le temps d'échange a lieu. Ah, mais alors ce qui définit un cadre, c'est son adaptabilité. Néanmoins, je comprends bien qu'il ne faut pas pousser trop loin la conduite du changement, donc je poursuis mon propos introductif long, et après Ah, excusez, merci monsieur. Merci. Écoutez. Monsieur le directeur général. Peut-être une question tout à fait complémentaire. Vous avez parlé de l'affaiblissement de la position de la France en la situant ou en la justifiant, effectivement peut-être par la situation politique de notre pays, par sa situation économique, sa situation institutionnelle. Est-ce que l'abandon par la France d'une ambition européenne
n'est pas aussi une cause de cet affaiblissement de l'influence de la France? Puisque la France était quand même, avait un certain leadership moral sur la question européenne, ou en tous les cas était parmi les pays qui portaient un message européen, ce qui est malheureusement beaucoup moins le cas. Oui, qu'est-ce qui alimente votre analyse sur le fait que la France ne soit plus ou moins porteur de son message historique sur les questions européennes? Les positions de... Déjà, la mobilisation de nos partis sur les élections européennes, les positions de certains partis qui sont des partis de gouvernement. Je pense par exemple sur les accords de Schengen, qu'un parti très influent de la politique française souhaite remettre en cause. Enfin, il y a un certain nombre de positions qui sont des positions qui sont plutôt en retrait par rapport aux avancées européennes qui ont été celles de ces dernières années. Alors, d'abord, presque tous les États membres connaissent dans leur vie politique nationale ce genre de tentative de coup, ce genre d'immission des questions européennes dans les débats de politique des partis en période préélectorale. Donc je ne crois pas que ça nous distingue beaucoup. Regardez la situation britannique. Donc vous savez dans quelle situation se trouvent les Britanniques. Ils auront à voter en mars prochain pour leurs élections générales, donc qui devra confirmer ou pas la majorité de l'actuel Premier ministre. Le deal est simple, hein. Si les conservateurs sont reconduits aux affaires, le Premier ministre britannique, M. Cameron, s'est engagé à conduire un référendum au plus tard en 2017 sur l'adhésion, enfin sur le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Donc là, pour le coup, en termes de porosité entre la sensibilité des débats nationaux et la projection d'une image à l'échelle européenne, voire mondiale, on ne peut pas faire plus que les Britanniques. Et je note que ça leur est extraordinairement préjudiciable. Aujourd'hui, je vais être prudent, ce que j'observe moi, c'est qu'il y a une forme d'anticipation par l'administration britannique de ce qu'on appelle le Brexit. Donc c'est Britain Exit. Et les Britanniques sont dans une phase de rétractation. Ils sont beaucoup moins présents qu'avant sur tout. Ils continuent à avoir une focalisation très, très spécifique sur les questions de gouvernance économique et de régulation financière, parce que les intérêts de la City ont toujours été pour eux absolument essentiels à défendre sur la scène institutionnelle européenne. Mais pour tous les autres sujets, au premier rang desquels Schengen, dont ils ne sont pas membres, mais dont ils collaborent à la négociation, ils sont très, très en retrait. Donc voilà un État qui organise et qui, dans une certaine mesure, assume une forme de rétractation de ses engagements européens par rapport à ses partenaires. La France n'en est pas du tout là, hein. Pas du tout. La France, même si c'est compliqué, tient parfaitement son rang. L'ambition européenne de la France en termes de négociation, elle est extrêmement élevée. Extrêmement élevée. Très très peu d'États jouent dans notre catégorie, hein. Premier élément constitutif de cette ambition, la France négocie tout. Tout. Il n'y a pas un seul texte sur lequel nous ne soyons pas en pointe. Mais très peu d'États le font. D'abord, vous avez des États qui ne sont pas intéressés par tous les sujets. C'est-à-dire que quand on discute des quotas de pêche, les Hongrois ne se sentent pas absolument obligés d'avoir une force de frappe offensive extrême. Soit. Après, vous avez des pays qui ont une autre approche. C'est-à-dire qu'ils focalisent leur stratégie d'influence sur quelques enjeux absolument essentiels pour eux. C'était, jusqu'à une date récente, le cas des Britanniques. Et puis surtout, vous avez une majorité d'États qui ne tiennent plus. Ils ne tiennent plus leur rang. Vous seriez stupéfait si je vous donnais le nom, là je ne vais pas le faire parce que je crois comprendre que tout ça est enregistré malgré tout, de grands États, hein, on parle de pays de plus de 40 millions d'habitants, hein, dont les négociateurs arrivent autour de la table du Conseil sans position de leur capitale. Et dont les diplomates sont en fait assujettis à devoir attendre ce que la France et l'Allemagne vont dire pour voir s'ils peuvent y souscrire. Oui, on pense comme eux en fait. Parce qu'en fait, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Leur capital n'est techniquement plus en mesure de les alimenter pour avoir une position de négociation. Ces pays n'ont plus d'impulsion, mais ils n'ont plus de ligne rouge. L'effondrement de la capacité de gestion administrative des questions européennes pour certains États de taille réellement significative, hein, est quand même une conséquence directe de la crise économique et financière de 2008-2009 qui a réduit la voilure administrative de beaucoup d'États membres. La première des conséquences, c'est que sur le plan de la négociation européenne, ils ne tiennent plus leur ambition initiale.
Évidemment, la France et la plupart des grands États, d'ailleurs, heureusement, n'en sont pas du tout là. Vous pouvez considérer que dans les tuyaux de la machine européenne, il y a toujours à peu près 250 à 280 textes en cours de négociation. Toutes bases juridiques confondues. Et la machine européenne produit en moyenne 100 textes législatifs par an. S'il y a 280 textes en cours de discussion, la France négocie 280 textes concomitamment. La chaise française n'est jamais vide. Il y a toujours un expert français qui négocie. Et cet expert français a toujours une position française à faire valoir, et cette position a toujours été négociée en interministériel par le SGAE auquel j'appartiens, et validée politiquement au niveau du cabinet du ministre compétent, et revalidée par le cabinet du Premier ministre. Toujours. Si un jour, par accident, il devait y avoir sur la chaise française un expert qui n'ait pas de position dûment mandatée, ça nous apparaîtrait comme un épouvantable dysfonctionnement de l'appareil d'État. Ça n'arrive jamais. 280 textes, 280 négociations, et on tient. On tient parce que c'est l'ambition des grands États, on tient parce que je ne vois pas très bien à quoi on pourrait renoncer. Et je ne sais pas si quelqu'un ici dans la salle pourrait nous faire une recommandation sur un pan des politiques publiques européennes auquel on pourrait inconsciemment renoncer. Est-ce que vous pouvez me dire un sujet sur lequel vous dites finalement on pourrait très bien se rétracter et puis mettre notre énergie ailleurs? Vous n'en trouverez pas. On est un pays de 550 000 km², 65 millions d'habitants, on a des montagnes, des forêts, des mers, une vision internationale, une capacité énergétique, une indépendance. On est sur toutes les balles, tout le temps, partout. Et on ne renonce jamais à rien. Donc, c'est très compliqué à tenir, mais l'ambition reste la même. Donc, encore une fois, je ne crois pas que ce soit la réalité de la force de frappe française au Conseil qui est baissée. Je crois que c'est une forme d'image qui s'est propagée, y compris pour des raisons qui ne sont pas toujours rationnelles, mais qui aujourd'hui s'est imposée dans le paysage public européen. Donc d'abord, il faut comprendre cette grille déformante de la réalité et essayer de la résorber. Pour répondre à votre question, monsieur, il me semble qu'il y a un principe qui est en train de devenir tout à fait essentiel en Europe, c'est que l'influence repose beaucoup sur l'exemplarité. Si vous n'êtes pas totalement exemplaire dans un domaine, vous contribuez vous-même à votre disqualification pour vous imposer dans ce domaine. Ça a été un grand enjeu, par exemple, pour la transposition des directives. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du droit de l'Union européenne, mais vous savez qu'une fois qu'on a négocié, en fait, on n'a fait que la moitié du chemin. Encore faut-il rendre cette négociation, lui donner force de droit dans le droit national. Quand c'est un règlement, il est d'application directe et immédiate, mais quand c'est une directive, elle suppose une transposition, donc un mécanisme d'adaptation de notre droit national à cette réalité que nous avons négociée. Or, qu'est-ce qu'on observe à Bruxelles aujourd'hui? Quand vous êtes dans un contentieux devant la Cour de justice, parce que vous n'avez pas suffisamment bien appliqué le droit de l'Union européenne, je m'en voudrais d'évoquer ici des sujets qui fâchent, tels que le grand hamster géant. On pourrait. Le grand hamster, c'est un cas spécifique. Mais si vous prenez, par exemple, je vais délocaliser le risque d'analyse contentieux dans une autre région française, et allons voir nos amis bretons. Et la dégradation de la qualité des eaux de baignade sur la directive nitrate. Que nous dit la Commission européenne? Et que nous disent les États membres? Est-ce que vous vous croyez encore suffisamment qualifié pour peser dans la négociation sur la qualité des eaux dès lors que vous n'avez pas été capable de convenablement appliquer le texte précédent? Voilà, l'exemplarité crée la crédibilité dans la négociation. Il est bien évident qu'à cette aune, tout le monde a les yeux tournés vers la mise en œuvre de ce qu'on appelle le semestre européen et le sort qui sera réservé au budget français au mois de mars. Et là, il y a quelque chose du capital réputationnel de la France qui va se jouer. Donc rendez-vous dans 3 mois pour voir quelle sera la décision finale de la Commission européenne sur ce sujet d'une extrême complexité technique, sur lequel nous essuyons les plâtres, puisque je vous rappelle que c'est la première année où nous mettons pleinement en œuvre le dispositif qui est prévu par le double paquet législatif Six-Pack, Two-Pack, qui a été entériné simplement en 2011. Donc tout ça, ce sont des modes opératoires de régulation budgétaire et économique qui sont très récents, sur lesquels nous n'avons pas de recul, mais il est évident que la France s'est particulièrement regardée du doigt. Pas plus tard que cet après-midi, à Strasbourg, le commissaire européen, vice-président de la Commission européenne, Dombrovskis,
s'exprime devant le groupe PPE, 221 députés, sur le cas particulier des finances publiques françaises. Donc là, on a quand même affaire à quelque chose de très profond qui n'arrête pas. Il y a quelque chose d'harassant. Voilà. Trouver les modes opératoires qui permettent d'enrayer ce genre de logique, c'est très complexe. Et ça suppose un travail très fin, très minutieux et très discret, et aussi parfois un peu de visibilité politique sur une prise de position plus offensive que le gouvernement peut être amené à prendre. Il faut faire les deux. D'où l'intérêt de bien pourvoir l'entourage de M. Dombrovskis. Voilà. Il aurait été intéressant qu'un Français dans son entourage lui dise qu'il n'était pas opportun de s'exprimer devant le groupe le plus puissant du Parlement européen pour stigmatiser la position budgétaire française une semaine avant les débats parlementaires nationaux. Voilà. Le système du positionnement sur l'influence ne s'arrête jamais. Et il joue dans les grands compartiments du jeu et dans les petits espaces du jeu. Donc il faut avoir une vision consolidée de tout ça. C'est ça qui rend le sujet difficile. Je vois qu'il y a d'autres questions. Madame, je vous en prie. Bien sûr que vous avez parfaitement raison de citer l'Italie, qui est dans une situation qui n'est pas plus enviable que la nôtre, sauf que je sache, l'Italie fait moins l'objet d'une spécificité dans la communication publique qui est faite du mécanisme de contrôle. Certes, en l'occurrence, ce n'était pas tellement à l'Italie que je pensais. Vous savez la raison pour laquelle ce soir, M. Dombrovskis intervient devant le groupe PPE sur la situation des finances publiques françaises et pas sur la situation des finances publiques françaises et italiennes? C'est parce que les Italiens sont sortis triomphants des élections européennes au PPE. Donc, je ne veux pas donner l'impression que tout est totalement intriqué, mais les Italiens du centre droit ont remporté les élections en Italie. Ils sont très puissants au PPE. C'est le deuxième groupe après les Allemands. Dombrovskis ne va pas s'exprimer cet après-midi devant une délégation qui est largement dominée par les Italiens en se payant Rome. En revanche, le faire avec Paris, c'est presque indolore puisque la délégation française elle a été réduite. Donc, entre la façon dont les schémas de répartition des rapports de force entre les États sont transposés au Parlement européen et la question des entourages dans les cabinets de commissaires, toute chose que par ailleurs les opinions publiques ne voient pas du tout. Vous avez, je ne dis pas que ça épuise le sujet, mais vous avez des clés de compréhension, des raisons pour lesquelles nous sommes dans une situation plus difficile pour essayer de compenser cette pente d'image. Madame, je crois qu'il y avait une question sur le milieu de la salle. Madame, je vous en prie. Alors, c'est un sujet délicat qu'il faut aborder avec précaution. Pendant longtemps, le caractère très centralisé du fonctionnement politique et administratif de la France nous a donné des marges de manœuvre très substantielles au Conseil. Pendant que, je schématise un tout petit peu pour que vous compreniez mon approche, pendant que les Allemands se demandaient si la négociation européenne était de la compétence du Bund ou la compétence d'une entité fédérée, nous, c'est l'État français qui fonçait, une espèce d'énorme rouleau compresseur, et pendant des années, nous avons été au moins, voire plus puissants que les Allemands dans ce qu'on appelle le Coreper, le comité des représentants permanents, qui construit les compromis au Conseil grâce à la centralisation de l'État. On a changé de mode opératoire, il faut simplement changer de mode de fonctionnement. Et ça suppose de créer des passerelles, de créer plus de connexions, de créer plus de convergence entre l'État négociateur et certaines collectivités opératrices du droit. Aujourd'hui, en toute sincérité, je ne crois pas qu'on ait encore trouvé un modèle suffisamment performant. Par contre, on y travaille beaucoup. Ce n'est pas du tout une idée secondaire. On réfléchit. Le secrétaire général des Affaires européennes, M. Philippe Costa, qui est conseiller du président de la République, et donc mon patron, est très attentif à ce point. Et nous savons que nous avons une obligation de résultat pour que notamment l'année 2015 soit une année où nous soyons en situation de proposer aux collectivités un mode opératoire de discussion sur les grands enjeux européens pour la France qui ont une incidence sur les collectivités pour qu'on aille présenter un front uni à Bruxelles. Je vous donne un exemple. Jusqu'à une date récente, les bureaux de représentation des régions
à Bruxelles, faisaient leur propre travail de lobbying. D'abord, il n'y avait pas beaucoup de concertation entre les bureaux des régions entre elles, ou alors par bloc régional, mais certainement pas à l'échelle de l'État. Et puis la nature des contacts qu'on avait avec les représentants des régions à Bruxelles était finalement très épisodique. Donc on n'avait pas créé ce mode opératoire de communication qui nous permettait de garantir que pendant que les négociateurs du gouvernement allaient au Conseil, les représentants des collectivités installées à Bruxelles allaient démarcher le comité des régions ou la commission régie du Parlement européen avec les mêmes catégories d'arguments. C'était une précaution qu'on ne prenait pas le temps de prendre. Et je pense qu'il va falloir que maintenant on invente quelque chose de nouveau, de plus collaboratif, de plus ouvert. Le problème, c'est que plus vous ouvrez le cercle, plus ça devient lourd et plus ça prend du temps. Or, du temps, nous n'en avons pas. La négociation européenne se fait à un rythme extraordinairement soutenu. Pour que les ministres réunis en Conseil se réunissent 70 fois par an, il faut tenir 150 réunions du Coreper. Mais pour tenir 150 réunions du Coreper, il faut tenir chaque année 4000 réunions des groupes de travail technique du Conseil. Et je vous ai dit qu'on négociait tout. 4000 réunions du groupe, c'est 4000 experts français mandatés. La machine ne s'arrête jamais. Pour tenir ce rythme, 4000 réunions techniques pour avoir 70 réunions politiques au sommet de la pyramide. Nous, on pilote 3500 réunions par an, dont 2500 en visioconférence avec l'ARP. On rédige plus de 30 000 instructions par an, toutes validées techniquement et politiquement. Donc, on peut toujours franchir une étape supplémentaire dans la complexification du système, jusqu'au jour où on le paralysera. Parce que je vous rappelle que nous avons de moins en moins de moyens et de moins en moins de ressources, y compris de ressources humaines. Donc, on peut tout inventer en termes de structure de coopération entre l'État et les collectivités, et c'est sans aucun doute une nécessité. Mais il faut être très conscient du fait qu'on ne pourra le faire qu'à moyens constants, et donc il faut aussi être raisonnable dans les ambitions qu'on a. Par exemple, le secrétariat général des affaires européennes a créé, et c'est sous mon autorité que ça s'est fait, donc je peux en parler en toute connaissance de cause, un secteur relations avec les collectivités territoriales. Il y avait un chargé de mission qui était là depuis 2006, d'abord dans une phase un peu d'expérimentation, puis dans une installation plus claire. Maintenant, on l'a constitué en secteur. Voilà. C'est une équipe qui, en permanence, assure un suivi de la relation sur les questions européennes, sur les textes en cours de négociation, entre le secrétariat général des affaires européennes et les ministères d'un côté, et une dizaine de grandes associations de collectivités de l'autre, pour assurer une convergence totale de vues dans nos approches de lobbying qu'on puisse avoir à Bruxelles. De nouveaux moyens affectés à ce qui est sans doute absolument indispensable, y compris sur le plan politique, mais c'est encore un maillon qui complexifie la chaîne de décision. D'autres questions? Je vous en prie. Vous avez évoqué la question qui nous intéresse également en tant que collectivité, des transcriptions dans le droit français des directives européennes, en citant deux exemples, un breton et un alsacien. Oui. Alors, le sentiment qu'on a en tant que fonctionnaire de collectivité et responsable administratif de collectivité, c'est qu'il y a effectivement certains champs où, à juste titre, la Commission peut constater des errements dans la traduction dans le droit français de ces directives. Vous avez cité la question des nitrates en Bretagne. Il est d'autres domaines, et c'est peut-être celui du grand hamster d'Alsace, où le sentiment qu'on a, c'est que lorsqu'il y a traduction, transcription dans le droit français, on rajoute aux recommandations, aux exigences européennes, des exigences franco-françaises, ce qui complexifie y compris la réponse qu'on peut apporter pour satisfaire aux injonctions de l'Union européenne. Par exemple, en matière de grand hamster, nous avons un comité national qui s'appelle le CNPN, qui, j'allais dire, est une instance que la France a, de façon purement facultative par rapport aux exigences européennes, constituée. Et donc, qui complexifie encore, vous parliez tout à l'heure de la nécessaire fluidité du pouvoir de décision, surtout en ces temps de raréfaction des ressources administratives. Ça vaut pour l'État, ça vaut aussi pour les collectivités. Bien sûr. J'en profite pour vous dire, c'est un sujet pour nous. Quand l'Union européenne s'est saisie d'un certain nombre de sujets, quand la France
et vous l'avez dit, a une capacité d'influence pour orienter les décisions européennes. Après, il ne faut pas que l'État français reprenne ou tente de reprendre la main en complexifiant encore les procédures qui pourraient très bien être simplement traduites en droit français, mais en reprenant l'esprit et la lettre des directives européennes. Oui, vous avez parfaitement raison. Vous décrivez un processus que nous on appelle la surtransposition et qui pose évidemment d'énormes problèmes, puisque en fait ça crée une vulnérabilité. Ça crée une vulnérabilité de l'application administrative par le droit et le mécanisme de sa transposition. Donc, alors là, pour le coup, il y a un rapport du Conseil d'État qui est en train d'être préparé avec un groupe de travail à très haut niveau qui doit spécifiquement réfléchir au sein de la question de la transposition à la question du risque contentieux de la surtransposition. Et c'est effectivement quelque chose sur lequel il faut qu'on soit tous collectivement extraordinairement vigilants. Je souscris tout à fait à ce que vous avez dit. D'une manière générale, on a, parce que je ne voudrais pas que vous déduisiez de mon propos qu'on est les mauvais élèves de la classe de la transposition, hein, ce n'est pas le cas. On avait une situation de transposition qui était au milieu des années 2000 assez préoccupante, hein, puisque nous étions en 2006 le dernier des États de la famille des 15 États membres de 1995. On n'avait pas encore intégré dans le mode opératoire du calcul les États qui rentraient dans l'Union européenne en 2004 et en 2007. Aujourd'hui, on est dans les 5 premiers États. Hein. On a un taux de déficit de transposition dans le marché intérieur qui est de 0,6%. Ce qui fait 11 textes de mémoire qui sont en cours de transposition et qui doivent être transposés dans des délais serrés. Bon, il faut le faire. On va le faire. Il y a des mécanismes qui sont là pour garantir que la situation ne dérape pas. Il n'en demeure pas moins que c'est extrêmement raisonnable. Ça fait de nous un État qui est dans les 5 États les plus performants sur 28, cette fois-ci. Donc c'est plutôt un score qui est totalement redressé depuis 2005-2006. Comment on a fait pour redresser le score? En fait, on s'y est pris de 2 façons. La première, c'est qu'on a transposé, c'est le cas de le dire, le mécanisme interministériel avec lequel on négocie les textes, on l'a affecté au mécanisme de transposition des textes. Donc auparavant, c'était chaque ministère qui était responsable de la transposition des textes qui étaient dans le périmètre de ses compétences administratives, sauf que, pour le dire de façon un tout petit peu cinglante, ça pouvait créer parfois des logiques un peu clientélistes. Et il y a des ministères qui, pour des raisons politiques, n'étaient parfois pas pressés de transposer le droit. Objectivement, la catastrophe budgétaire nationale de l'affaire des poissons sous taille, ou taille des filets dérivants, c'est exactement ce cas d'espèce. 77 millions d'euros d'amende infligées à la France pour défaut de transposition de la directive sur les tailles des filets dérivants. Après, ça fait quand même réfléchir sur le mode opératoire de l'administration publique. Bon, en même temps, c'est une leçon qui a été très chèrement apprise, mais c'est une leçon dont on a tiré les enseignements, puisque à partir de cette date, on a interministérialisé le processus de contrôle de la transposition de la norme. Et maintenant, c'est le SGAE qui est à la fois l'opérateur de la négociation des directives et le négociateur en droit interne de la transposition des textes européens, y compris quand il faut en passer par la voie de la transposition législative avec l'Assemblée et le Sénat. Donc, premier élément de la réponse, effectivement, on a réinterministérialisé le processus, et donc on l'a neutralisé sur le plan politique, ce qui démontre bien que c'est la seule et la bonne façon de s'y prendre en France. Et par ailleurs, on a créé un mode de fonctionnement plus coopératif avec l'Assemblée et le Sénat, pour essayer d'éviter au maximum de devoir en passer par des législations par ordonnance. Ce qui en fait créait des logiques très vexatoires pour les assemblées, on était dans une espèce de confrontation très dure entre l'Assemblée, le Sénat et le gouvernement. Le système a été totalement pacifié, des groupes à haut niveau réfléchissent sur une anticipation de la programmation du calendrier législatif de transposition, et objectivement, on a un système qui est administrativement beaucoup plus efficace et politiquement totalement apaisé avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Et je suis absolument convaincu que la clé de la nouvelle efficacité française en matière de transposition, elle réside à 95% sur ces 2 éléments-là. Une transposition administrative interministérielle et une préparation du terrain parlementaire dans un groupe spécifiquement dédié où les sujets sont évoqués le plus en amont possible. Ça ne nous garantit pas que nous n'avons jamais de problème, la preuve. Mais objectivement, on a quand même
trouver les conditions administratives pour résorber d'abord notre déficit de transposition et éviter au maximum les risques contentieux. D'autres questions? Madame, je vous en prie. Ouais, alors, sur les facteurs explicatifs, d'abord peut-être rappeler qu'avec un taux de participation d'un tout petit peu moins de 40%, la France est exactement dans la moyenne européenne. Je ne suis pas sûr que ce soit une raison de se réjouir, mais enfin, on n'est pas complètement stigmatisé comme étant les mauvais élèves de la participation civique. Deuxièmement, pour ce qui est des facteurs explicatifs, je pense que les citoyens ne sont plus en situation de souscrire à des systèmes qui leur paraissent incompréhensibles. C'est une grande partie de l'explication. Et c'est ce que disent aussi les sondages. Les citoyens se refusent à adhérer par leur vote à un système institutionnel dont ils ne comprennent pas les rouages de base. Ils ont le sentiment, sans nécessairement que ça verse dans la paranoïa, que le système est artificiellement complexe pour les exclure du champ de sa compréhension. Et la réaction, c'est de dire, puisque le système nous exclut par sa complexité, nous excluons le système par notre refus d'y adhérer par le vote. Quand on a dit ça, on n'a pas épuisé le sujet, mais si vous regardez dans le détail le contenu des analyses qualitatives post-électorale, vous vous rendez compte que c'est ce qui justifie une grande partie de l'absentéisme. Sur la question d'une communication qui resensibiliserait les citoyens à la question européenne. Bon, d'abord, j'attire votre attention sur le fait que, je sais que l'État a le dos large, mais quand vous lisez le code électoral, la propagande électorale, c'est normalement l'affaire des partis. C'est dans la tradition politique française. Et par ailleurs, ils sont aussi financés pour ça. Donc, le réflexe, je ne dis pas du tout que c'est ce que vous dites, hein, madame, hein, mais c'est quelque chose qu'on peut entendre. Le réflexe consistant à dire, il est de la responsabilité de l'État de produire des effets de communication efficaces pour permettre à la population de se réapproprier la chose européenne, oui, je veux bien, sauf que j'attire votre attention sur le fait que le code électoral ne prévoit quasiment aucune marge de manœuvre pour faire de la communication. Moi, des campagnes de communication sur les questions européennes, dans les différentes fonctions qui ont été les miennes précédemment, j'en ai fait. Et à chaque fois, je me suis retrouvé confronté à la même difficulté. C'est que vous avez des agences de communication, vous avez même le service d'information du gouvernement, ou les directions de la communication des ministères qui portent ces sujets, qui ont parfois de très très bonnes idées, qui pourraient éventuellement sensibiliser un public très large. Et puis on vous dit, oui mais attention, parce que là, en fait, on vante l'Union européenne. Mais dès lors qu'il y a des partis qui sont candidats à l'élection, et qui, elles, considèrent que ces avancées n'en sont pas, mais sont des régressions, on pourrait très bien aller devant un tribunal administratif pour exiger de l'État qu'il interrompe sa campagne, voire même qu'il soit condamné aux dépens. C'est comme ça que quand vous avez un Front National qui fait 27% des voix et qui pense que l'euro est la plus mauvaise chose qui soit arrivée à la nation, vous ne pouvez pas, vous, avoir de campagne électorale qui promeuve sur fonds publics l'euro comme étant un instrument de régulation de l'inflation, par exemple. Ça n'est juridiquement pas possible. Donc, le champ d'expression en termes de capacité de production d'une politique de communication efficace qui reste à l'État au regard du droit électoral français, c'est presque rien. On peut faire quoi? De la communication institutionnelle. C'est-à-dire qu'on peut expliquer le mode de fonctionnement des institutions.
C'est ce qu'on a fait, nous d'ailleurs, au SGAE, mais alors de façon tellement artisanale que ça relevait plus de l'engagement citoyen européen de mes agents et de moi-même que d'une vraie stratégie offensive. Vous pouvez regarder sur Internet. On a fait un petit film de 5 minutes qu'on a essayé de rendre le plus intelligible possible, le plus pédagogique, le plus didactique possible, et qui ne rentre dans aucun sujet qui soit susceptible d'être frappé par le droit électoral, mais qui explique de façon extrêmement simple, parfois même peut-être de façon un peu scolaire, mais on a considéré que c'était le message qui était le plus pertinent, le mode de fonctionnement des institutions et les enjeux directs et indirects liés aux élections européennes du 25 mai dernier. On l'a mis en ligne au mois d'avril, il a fait, je crois, de mémoire, 50 000 vues sur YouTube. C'est évidemment rien par rapport à ce qu'est le corps électoral français, mais ça a été notre contribution et notre petite pierre à l'édifice. Peut-être que si les partis politiques nationaux étaient davantage conscients de leurs responsabilités en termes de sensibilisation civique, on n'en serait pas là. Mais je ne vois pas d'inflexion particulière dans les stratégies de communication des grands partis politiques nationaux d'une élection à l'autre en la matière. D'abord parce que j'ai quand même tendance à penser que beaucoup des cadres de ces partis sont eux-mêmes très ignares sur les questions européennes. Donc c'est très très compliqué de vanter un projet auquel on n'adhère pas soi-même parce qu'on ne le connaît pas très bien non plus. Après, moi, à titre totalement personnel, mais totalement personnel pour le coup, j'ai une approche un peu dure. Je trouve un peu facile de déresponsabiliser à ce point le citoyen. N'importe qui passe 2h30 en moyenne derrière des écrans de télévision, d'ordinateur ou de smartphone par jour. Il en prendrait ne serait-ce que 5 minutes pour s'instruire sur les questions institutionnelles européennes et les enjeux des élections. On n'aurait pas besoin de campagne qui mobiliserait des dizaines de millions d'euros sur le budget de l'État pour faire de la communication institutionnelle. Et l'idée de dire c'est pas la faute du citoyen qui s'est pas rendu aux urnes, c'est parce que l'État n'avait pas produit une propagande assez efficace, je ne crois pas que ça règle le problème. Qu'en est-il de la responsabilité individuelle des citoyens français en tant que citoyens de l'Union européenne? Est-ce qu'il n'y a pas, mais c'est un débat qu'on peut avoir, c'est un débat citoyen, c'est pas du tout moi en ma qualité d'expert des questions européennes, n'importe qui peut avoir un avis là-dessus et je ne vous donne que mon avis d'électeur. Je ne vois pas en vertu de quoi on pourrait mécaniquement dédouaner un citoyen de toute forme de responsabilité s'il a préféré se réfugier dans l'abstention. Je ne pense pas que ça ne puisse toujours venir que d'en haut. Mais encore une fois, c'est un avis très personnel qui est évidemment beaucoup plus sujet à débat qu'à présentation. Pardon, monsieur, je vous en prie. Alors, le problème, c'est que il faudrait... Le problème, c'est l'hétérogénéité des tailles des délégations parlementaires. C'est-à-dire qu'entre l'Allemagne qui envoie 96 députés et Malte qui en envoie et Malte qui en envoie 6, excusez-moi, vous n'avez évidemment pas le même seuil de représentativité. Déjà, vous avez un problème de représentativité par citoyen, et puis après, vous avez un problème de représentativité sur ce qu'est la diversité de la classe politique nationale. En tant que opérateur de l'influence, ce que j'essaye de faire. Ce que j'observe, c'est que les hommes et les femmes politiques en Europe qui ont le plus gros potentiel d'influence au Parlement européen ne sont pas nécessairement ceux qui ont la plus grande surface de visibilité politique nationale. Ce ne sont pas nécessairement ceux qui ont table ouverte dans les journaux télévisés ou dans les émissions de débat politique. Ce ne sont pas nécessairement ceux qui ont un nombre de mandats parlementaires nationaux ou de portefeuilles ministériels derrière eux. Le Parlement européen a un mode de fonctionnement sociologique très spécifique. Les groupes, en fait, selon des mécanismes un peu complexes, tels que la règle d'Hondt, mais je ne veux pas rentrer dans ce niveau de détail, sauf si vous avez une question là-dessus, mais les groupes parlementaires ont une façon de faire fonctionner le Parlement qui fait qu'ils ont toujours tendance à affecter les postes qui ont le plus gros potentiel de responsabilité et le plus gros potentiel d'influence à des individus qui sont crédibles parce que expérimentés. Et donc, en fait, la capacité d'un État à avoir dans les rangs de sa délégation des individus qui seront porteurs d'influence, c'est pas parce que précédemment ils étaient ministres, genre de la justice, c'est plutôt parce qu'ils auront des parlementaires qui ont derrière eux 2 ou 3 mandats.
Je ne voudrais pas vous donner l'impression que je vous assomme de statistiques, mais moi je pense que derrière les idées, il faut toujours mettre des éléments chiffrés. Sinon, on ne perçoit pas la réalité pratique de ce qu'on dit. 66% de la délégation parlementaire allemande a un minimum de 2 mandats parlementaires derrière eux. Et donc, ils ont une antériorité. Donc, ils ont une expérience. Donc, ils ont une crédibilité. Donc, c'est évidemment ces gens-là qui passent en premier lorsqu'on affecte un poste de président de commission parlementaire, coordinateur dans une commission légiférante, voire rapporteur sur un texte absolument massif. Quand vous n'avez aucune expérience derrière vous de ce qu'est le parlementarisme européen, donc le parlementarisme de Strasbourg, il vous faut quand même interroger les parlementaires. Ils vous diront que c'est un parlement dans lequel on met minimum 2 ans pour se sentir pleinement à l'aise sur l'ensemble des procédures internes. Donc, plus vous envoyez des gens expérimentés, donc plus vous reconduisez les mandats, plus vous optimisez vos chances que vos parlementaires accèdent vite à des beaux postes de responsabilité. Pour la France, la statistique, elle est évidemment beaucoup plus faible. D'abord parce qu'on a un taux de renouvellement qui est très important, c'est-à-dire que nous, on renouvelle 65% de notre représentation parlementaire. Mais évidemment, les 24 députés du Front National, il y en a 21 qui sont non seulement nouveaux au Parlement, mais nouveaux en politique. Donc on a une juniorisation, je ne suis pas absolument sûr que ça existe en français, mais de la délégation parlementaire nationale française type, qui est très forte, avec un nombre extravagant de gens totalement inexpérimentés. Ce qu'on observe aussi dans les grandes délégations des grands partis de gouvernement, mais dans des proportions évidemment moins significatives. Donc le problème français, il est là, c'est qu'on n'est même pas dans la question du cumul, on est dans la question de la primo-accession à un mandat parlementaire. Comme en France, les partis politiques ne font pas de formation, ou très peu, on a beaucoup de gens qui ne mettront que, dans le meilleur des cas, 1 an et demi, 2 ans à accéder, à optimiser ce qu'est leur mandat parlementaire pour jouer un vrai rôle d'influence. Donc là, c'est très très compliqué. Et pour eux, c'est un job assez ingrat. Hein. Je déjeunais avant de venir vous voir avec un député européen français qui a été élu en mai dernier, qui est plein de bonne volonté, mais qui me dit mais qu'est-ce que c'est compliqué ce truc. Oui, c'est effectivement compliqué de s'y mettre, même si on est très déterminé, parce que ce sont des modes opératoires tellement différents de ce qu'on observe dans les parlements nationaux qu'on ne peut pas transférer un modèle à l'autre. Donc il faut tout apprendre. C'est long, mais enfin, c'est quand même des mandats incroyablement passionnants. Hein. Vous savez qu'un député européen qui est rapporteur sur un texte en codécision sur un sujet majeur, pendant le temps moyen d'une négociation qui dure 1 an et demi à 2 ans, il va être l'homme ou elle va être la femme la plus courtisée d'Europe, celui ou celle sur lequel les lumières vont se projeter en permanence. Un parlementaire européen, quand il négocie en vitesse de croisière, c'est-à-dire, sans rentrer dans le détail, mais on va dire 1 mois avant le vote de ce rapport en commission parlementaire, il tourne entre 8 et 10 rendez-vous par jour. Hein. Ça commence au petit déjeuner, ça finit après le dîner. Et il va rencontrer des États, la Commission européenne, les agents du Parlement, mais aussi des lobbyistes, des entreprises, des organisations non gouvernementales, la société civile. Voilà. Donc ça défile, ça défile, ça défile. Tout le monde va le solliciter. Pour un entretien qu'il accorde, il y en a 5 qu'il a refusé. Voilà, donc c'est un effet d'hyperfocalisation sur des hommes et des femmes qui, d'une manière générale, travaillent en n'étant pas du tout sous le feu des projecteurs des médias nationaux, et qui pourtant ont une capacité d'influence et jouent un rôle dans le champ de la discussion européenne absolument incontournable. Absolument incontournable. Et en l'occurrence, la nature du mandat parlementaire change beaucoup selon qu'on est à Bruxelles ou qu'on est à Strasbourg. Ce Parlement est vraiment bicéphale dans ce mode de fonctionnement. Bruxelles, c'est le temps des commissions parlementaires, c'est quelque chose de très dur, de très laborieux, on vote, on négocie des amendements, c'est très très dur. Strasbourg, c'est un temps plus politique. Évidemment, on entérine à la chaîne des négociations qui ont été entérinées préalablement, notamment par des accords entre les groupes. En revanche, Strasbourg est un espace de débat, est un lieu où les échanges se font de façon beaucoup plus fluide, où la société civile et les journalistes sont plus fortement présents, et c'est aussi un vrai temps de respiration politique pour les parlementaires. D'autres questions ? Alors, sur le deuxième élément qui m'avait été demandé sur les sujets qui sont au cœur des préoccupations pour les collectivités. Ce sont essentiellement des sujets liés à l'investissement, ou plutôt aux investissements, avec plusieurs instruments qui ont émergé dans le cadre de ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire le cadre budgétaire de l'Union européenne pour la séquence 2014-2020. Il y a un instrument, ce qu'on appelle les fonds européens structurels et d'investissement, qui flèche pour la période budgétaire 27,8 milliards d'euros pour la France.
évidemment, ces 27,8 milliards d'euros s'entendent hors des cofinancements de l'État, des collectivités et des entreprises. Ce sont 27,8 milliards d'euros qui ont vocation à avoir un effet d'entraînement budgétaire et de créer un espace de cofinancement sur des projets clairement identifiés dans des espaces régionaux. C'est totalement significatif. On va considérer schématiquement que l'essentiel de cette enveloppe, c'est-à-dire presque 16 milliards d'euros, se répartit entre le FEDER, donc le Fonds européen de développement régional, et le Fonds social européen, c'est-à-dire ce qui finance la politique de cohésion, l'emploi et la solidarité. Après, vous avez un bloc d'à peu près 11 milliards qui finance l'ensemble du bloc agricole, qui est le deuxième plus grand portefeuille de cette énorme enveloppe budgétaire pour la période 2019-2014. Après, vous avez d'autres catégories de financement, mais qui impactent beaucoup moins l'enveloppe. La France a été le deuxième pays de l'Union européenne à signer avec la Commission européenne le plus rapidement possible cet accord de financement, et nous avons déjà sur le terrain des avancées très opérationnelles. Nous avons fixé des clauses extrêmement claires pour que ces cofinancements soient optimisés, notamment l'objectif de répondre à 3 grands enjeux. Évidemment, la compétitivité de l'économie et l'emploi, qui est le premier de tous les critères. Le deuxième enjeu, c'est la transition énergétique et la préservation des ressources naturelles. Et le troisième enjeu, c'est l'égalité des territoires. À partir de là, sur la base de ces 3 enjeux qui cadrent le mode opératoire de la défense, les projets sont éligibles. Je vous donne quelques exemples de préaffectation budgétaire. Presque 8 milliards sur les questions d'innovation, et notamment d'équipement numérique. « 9 milliards pour la décarbonisation de l'économie. » Vous savez qu'à la fin de l'année 2015, la France accueillera la conférence internationale sur le changement climatique. Évidemment, le message politique est très clair, c'est que la France souhaite être absolument exemplaire en matière de décarbonisation de sa production énergétique et de sa production industrielle, pour faire figure de leader à l'échelle européenne, pour conduire la négociation le plus loin possible. Et enfin, 7 milliards sur la promotion de l'emploi durable, de la mobilité, de l'éducation, de l'apprentissage, etc. Voilà, 3 grands blocs qui ont déjà été préaffectés. Après, les cofinancements doivent encore être évidemment mis en œuvre. Ça fonctionne sur la base de programmes opérationnels. C'est exactement l'architecture qu'on avait déjà dans la configuration budgétaire précédente sur le FEDER et sur le FSE et sur l'ensemble des blocs de financement agricole. Donc le mode opératoire du cofinancement ne change pas. C'est la réaffectation des ressources qui a été modifiée, encore une fois, pour la programmation qui commence. Il y a quand même quelques nouveautés. La Commission européenne sera beaucoup plus attentive qu'elle ne l'était précédemment à l'évaluation des résultats. C'est-à-dire que maintenant, il y a la mise en œuvre de schémas extrêmement précis. Donc l'État, en tant qu'il est opérateur, a la responsabilité de rendre compte à la Commission de l'exécution budgétaire. C'est un travail d'une très grande complexité et qui mobilise beaucoup de temps et d'énergie et énormément de navettes entre Paris et Bruxelles. Il y a aussi parmi les nouveautés de ce schéma d'investissement une attention très particulière portée par l'État sur la simplification des règles. Le choc de simplification qui avait été porté par le président de la République se décline aussi dans l'éligibilité des projets, notamment sur le FEDER, avec le souhait de rendre plus flexible la préparation des dossiers d'éligibilité. Donc voilà pour ce qui concerne le Fonds européen structurel et d'investissement pour 2014-2020. Évidemment, nous avons depuis un nouvel instrument, c'est le plan Juncker. Le plan Juncker, qui porte une terminologie officielle qui est très sensiblement identique, c'est le Fonds européen pour les investissements stratégiques. Donc d'un côté, vous avez le FESI et de l'autre, vous avez le FEIS. Ça ne relève pas du tout de la même mécanique budgétaire. Il ne s'agit pas de la même allocation de fonds. Dans un cas, le Fonds européen structurel et d'investissement, c'est le fléchage budgétaire de l'Union européenne qui revient à la France. Dans l'autre cas,
le Fonds européen pour les investissements stratégiques, c'est le plan d'investissement Juncker. Le plan d'investissement Juncker, on en saura en fait beaucoup plus à la fin de la semaine puisqu'il doit être débattu au Conseil européen qui se réunit donc au niveau des chefs d'État et de gouvernement jeudi et vendredi prochain. Vraisemblablement, le Conseil européen sera court et devrait sortir ses conclusions jeudi soir. Donc il tiendra vraisemblablement une journée. Il y a évidemment un très très gros enjeu. Le Fonds européen pour les investissements stratégiques, donc on va dire plus simplement le fonds Juncker, c'est 315 milliards d'euros. Ces 315 milliards d'euros, ils ont eux aussi vocation à créer du cofinancement sur des investissements de long terme. Les critères qui ont été définis par la Commission européenne, c'est que, évidemment, il faut atteindre un seuil de rentabilité, même si c'est une rentabilité très longue, mais il faut un seuil de rentabilité. Deuxièmement, il faut démontrer la valeur européenne des projets. Si vous voulez développer quelque chose de strictement national, ça ne fonctionnera pas. Troisièmement, la Commission européenne a été très claire sur ce point, ce qui rejoint en tout point également une préoccupation française. Il faut que l'essentiel de ces cofinancements permette une mise en œuvre opérationnelle des dépenses dans l'année 2015. Ce qui d'ailleurs, en termes de fléchage de projets, a une vraie incidence. Parce qu'en France, on avait de très beaux projets d'infrastructure de réseau, mais qui n'avaient pas vocation à voir le jour avant l'année 2017 ou un premier coup de poche en 2018, ils ne sont pas éligibles. Il faut du résultat vite. L'analyse du président Juncker, c'est de dire on a dans l'Union européenne un déficit d'investissement, public et privé, sur des secteurs qui seront structurellement porteurs pour la croissance économique des 10 prochaines années, au premier rang desquels la compétitivité et l'innovation. Donc, il faut résister à la tentation naturelle d'un grand nombre d'États de réinjecter toujours plus de financement dans les grandes infrastructures de réseau. Ce point est très important parce que beaucoup de pays de l'Union européenne, au premier rang desquels l'Allemagne, ont des infrastructures de réseau extrêmement vieillissantes. Et la tentation était très forte d'y allouer un pourcentage très substantiel du plan d'investissement Juncker. Sauf que l'analyse de la Commission européenne, à laquelle d'ailleurs nous on souscrit dans une très large mesure, c'est que la rentabilité des réseaux et des infrastructures, elle n'est pas garantie en tant qu'elle est un facteur de relance et de compétitivité et de croissance. Donc il faut aller chercher l'investissement innovant ailleurs. En France, par exemple, dans les premiers projets qu'on a mis sur la table, on a souhaité focaliser une partie substantielle de ce qui reviendra à la France sur la question de l'isolation thermique des bâtiments publics. Énorme enjeu. Énorme enjeu. En France, on a des millions de mètres carrés de bâtiments publics qui ont été construits à une époque où les normes environnementales et les normes de bâtiments n'étaient pas les mêmes. C'est une déperdition d'énergie absolument colossale et c'est donc une dépense perdue vertigineuse. On remplit tous les critères. On n'y affectera pas l'intégralité des cofinancements qui seront mobilisables pour la France, mais c'est clairement une piste d'investissement qui nous paraît extrêmement stimulante. Il y en a une autre, c'est le financement de l'innovation de pointe, parmi lesquelles le numérique, ce qui est aussi une autre priorité de la Commission européenne, portée par le commissaire allemand, M. Oettinger. L'achèvement du plan d'équipement numérique français remplit également totalement les critères de la Commission européenne. Il y a des études passionnantes qui ont été réalisées sur ce que pourrait représenter comme valeur ajoutée de compétitivité pour les PME l'inclusion dans un réseau numérique à fibre optique sur tout le territoire. Alors, c'est de l'infrastructure de réseau, mais c'est de l'infrastructure de réseau innovante. Il ne s'agit pas de réhabiliter de vieux réseaux historiques. Il s'agit de créer de nouveaux modes opératoires de développement de la compétitivité des PME, et ça rentre parfaitement dans le cadre. Une fois qu'on a défini ces grandes orientations, l'essentiel reste à faire. Le mode de gestion de cette délégation de crédit, de cette délégation budgétaire, elle passe par des instruments communautaires, qui sont des règlements. Et donc des règlements qui seront négociés en codécision. Et on reboucle avec ce que je vous disais au tout début. C'est-à-dire que ne vous imaginez pas que chaque État va définir la liste de projets qu'il estime être éligibles et puis envoyer le document à la Commission européenne qui va cocher. Ça ne va pas du tout fonctionner comme ça.
La Commission européenne, elle va proposer un arbitrage sur des volumes de cofinancement entre le budget de l'Union européenne, des garanties d'emprunt par les États et la base de l'investissement par la BEI. Une fois qu'elle aura défini ce schéma, si les États donnent leur agrément au Conseil européen de jeudi, alors va commencer la vraie négociation. Une négociation en codécision entre le Conseil et le Parlement, au terme duquel, normalement, entre le mois d'avril et le mois de mars, donc c'est un délai anormalement faible, hein, c'est presque 3 fois moins de temps que pour une négociation normale d'un règlement, nous aurons défini le mode opératoire de gestion, la gouvernance en fait, du projet de financement budgétaire sur la base de ce collectif. Je vous disais tout à l'heure que le Parlement européen était une institution dans laquelle certains États pouvaient parfois avoir la tentation de rattraper ce qu'ils n'obtenaient pas au Conseil avec leur... Les 313 milliards européens, c'est la contrepartie à l'engagement des États. Donc en face, il faut des programmes, il faut un programme français. Ah oui, bien sûr, tout à fait. Mais le problème, c'est que c'est très peu lisible aujourd'hui. En fait, la task force de la Commission européenne a mis en place une première liste de projets. Et par ailleurs, il y a d'autres listes de projets qui circulent, qui sont les projets des États. Et donc, aujourd'hui, plus personne ne comprend rien à rien, puisqu'on ne sait plus quelles sont les listes de référence. Bon, il y a eu à l'évidence un très gros défaut de cohérence dans la gouvernance de la montée en charge du projet. La Commission a fait quelque chose entièrement dans son coin. L'argument que nous présente le cabinet de M. Juncker, c'est qu'il fallait faire très vite. Si on avait consulté les 28 États membres, on aurait mis 2 ans et demi. Soit. Sauf que maintenant, plus personne n'y comprend rien, puisqu'il y a tellement de listes en circulation qu'on se demande lesquelles seront soumises à l'approbation des chefs d'État et de gouvernement jeudi. Alors, comme il y a un... Oui, absolument. Non, non. La task force, c'est la Commission européenne, dans laquelle siégeaient des représentants des États. Pour la France, c'est M. Thierry Franck, qui est le numéro 2 du commissariat à l'investissement, qui siégeait. Et donc qui a fait son propre travail en interministériel avec nous d'ailleurs, hein, d'identification sur la base de projets dont la plupart sont portés par les régions, de ce qui pourrait être éligible pour la France. Sauf que la liste française ne correspond pas à 100% à la liste de la task force de la Commission européenne, puisque la Commission a fait son propre tri. Nous sommes évidemment tous, que nous soyons l'État ou les collectivités, extrêmement impatients d'avoir un seul et même document consolidé sur la base duquel nous pourrons raisonnablement discuter. Aujourd'hui, c'est très très flou. Avec l'ensemble des régions pour faire émerger une liste de projets régionaux qui, sur la base de ces critères d'éligibilité, pourraient être réinsérés dans la partie négociation qui commencera en janvier et qui se terminera en mars. Donc on a vu les représentants de l'ARF au SGAE il y a une dizaine de jours et ils nous ont très clairement fait part de leur souhait d'être totalement en pointe dans l'identification des projets et dans l'analyse des critères d'éligibilité. Après, tout ça doit évidemment faire l'objet d'une consultation beaucoup plus transversale que nous irons porter à Bruxelles. L'idée, on le disait tout à l'heure, c'est de le faire le plus collectivement possible. De toute façon, si nous avions encore des doutes sur l'opportunité d'avoir un mode opératoire de coordination entre l'État et les collectivités qui soit plus performant, la mise en œuvre du plan d'investissement Juncker nous y oblige, parce qu'il n'y aura pas d'autre alternative que d'avoir une approche française plus collective sur ce sujet-là. Encore une fois, le temps de la négociation sera extrêmement court. Le président de la Commission européenne, il l'a dit, il va mettre tout son poids dans la balance pour que la négociation soit achevée entre les États, le Parlement et la Commission pour le mois de mars ou le mois d'avril. L'idée, c'est d'avoir de premiers engagements de dépenses budgétaires avant le mois de juillet. Ce qui ferait du plan d'investissement Juncker le plan le plus rapidement mis en œuvre en termes d'affectation de ressources budgétaires de l'Union européenne de toute l'histoire. C'est un immense enjeu, évidemment. La France avait, depuis longtemps, plaidé pour la même analyse. Oui, il y a un déficit d'investissement dans l'Union européenne, ce que certains de nos partenaires ont nié. Oui, on a un problème de compétitivité sur les grandes infrastructures de réseau, mais il ne faut pas limiter l'investissement à ça. Effectivement, le seuil de rentabilité sur le très long terme est acceptable. Donc l'investissement de long terme est un investissement stratégique. Et enfin, il faut orienter le maximum de dépenses sur ce qui est porteur de croissance à l'avenir, à savoir l'innovation et la compétitivité des entreprises. Il y a une très très grande convergence de vues entre l'analyse française, qui finalement est devenue l'analyse dominante au Conseil, alors qu'au début ce n'était pas le cas, et l'analyse de la Commission européenne. Donc vraisemblablement les circonstances sont réunies pour que les cofinancements drainés soient conformes à cette philosophie générale. Des questions ? Madame ?
Alors, vous avez parfaitement raison de souligner le fait que la France avait un taux de consommation de ses crédits sur les fonds structurels qui était un tout petit peu en dessous de la moyenne européenne, et c'était il y a déjà plusieurs années. Le modèle de gestion alsacien a quand même plutôt fait école, puisque c'est celui qui a été généralisé, sauf sur un pourcentage qui n'est pas totalement significatif du Fonds social européen, et ça fait partie intégrante de la loi de décentralisation. Sur cette question-là, c'est un peu délicat, parce qu'il y a plusieurs expertises qui circulent concomitamment. Vous avez des chiffres de la Commission européenne qui sont relativement, sinon sévères, mais qui pointent du doigt quelques dysfonctionnements en termes de consommation de crédit. Mais vous avez, j'allais dire la DATAR, mais maintenant c'est le Commissariat général à l'égalité des territoires. Les acronymes, la valse des acronymes me perd moi-même, qui pour le coup produit des analyses beaucoup plus positives. Donc il doit y avoir un delta entre les deux approches, celle de la Commission européenne et celle du Commissariat général. J'ai quand même tendance à penser que l'approche du Commissariat général, qui maille le territoire de façon extrêmement précise et quand même extrêmement fiable. Donc je crois qu'on a en très très grande partie résorbé cette difficulté. Elle ne peut jamais être totalement effacée, il y a toujours un retard, ne serait-ce que parce que vous avez un écart dans le calendrier de consommation des crédits qui crée forcément de temps en temps une petite hystérèse. Mais d'une manière générale, on a quand même très très largement compensé cette difficulté-là. Sur ce que sera le mode opératoire du contrôle du financement lié au fonds d'investissement, au plan d'investissement Juncker, vous avez deux éléments. Comme elle l'a fait sur le fonds stratégique d'investissement, la Commission européenne va évidemment définir des critères de monitoring, pour le dire en mauvais français. C'est-à-dire, elle va attendre de façon extrêmement méticuleuse que les États s'engagent sur des critères et des indicateurs de performance pour flécher et suivre la dépense au fur et à mesure de l'engagement budgétaire. Et ça, dès le début. Bon, mais ceci dit, on est parfaitement outillé en France pour répondre à ce genre d'exigence. On le fait déjà sur d'autres modes de financement de l'Union européenne. Sur ce qui sera la ventilation des compétences et des responsabilités propres entre l'État et les différents niveaux de collectivité, alors là, pour le coup, je suis impuissant à vous répondre. Je crois que c'est un sujet qui doit encore être évoqué. D'autres, monsieur? Ah oui, parce que oui. La responsabilité du secteur relation avec les collectivités du SGAE, c'est d'entretenir des relations suivies permanentes avec tous les opérateurs du droit de l'Union européenne. Alors, qu'on soit à la veille d'une réorganisation parce que l'évolution de la loi nous l'impose, ça certainement. Mais il n'y a pas de restriction du territoire de l'interlocution. Là, pour le coup, on parle aussi aux départements, on parle aussi aux communes, on parle de toute façon institutionnellement avec toutes les collectivités qui sont présentes au comité des régions, toutes les catégories de collectivités qui sont présentes au comité des régions, puisque ce sont des interlocuteurs de référence vers lesquels on envoie la production d'expertise française. Et par ailleurs, il n'y a évidemment aucune exclusive. Encore une fois, il faut qu'on invente encore des process de coopération et des process de concertation. Moi, j'ai vu trop de fois dans ma brève carrière l'obligation de convoquer des réunions à des moments où on était déjà quasiment dans une situation de crise pour déminer le terrain, essayer simplement de remettre calmement les gens autour de la table. Bon, c'est absolument pas comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut avoir des relations permanentes, se dire les choses de façon pacifiée et qu'on ait un mode de fonctionnement beaucoup plus souple et beaucoup plus permanent. Encore une fois, je suis absolument convaincu que la mise en œuvre du plan d'investissement Juncker va être un très puissant moteur d'adaptation de nos méthodes de coopération entre l'État et les collectivités. Il y a un coche à pas rater, ça va se jouer entre entre janvier et mars. C'est une très belle opportunité pour nous tous de mieux travailler ensemble. Je vous en prie. Il y a une question à laquelle vous n'allez pas échapper, que vous avez un peu esquissée, puisque vous avez distingué dans les habitudes de travail, ce qui relève du fonctionnement du Parlement à Bruxelles et de la dimension plus politique du Parlement à Strasbourg. Ces propos nous intéressent. Donc ma question, évidemment, qui est une question un peu récurrente que nous nous posons à Strasbourg, mais qu'on pourrait peut-être joindre aux réflexions que vous évoquiez tout à l'heure sur un peu l'affaiblissement quand même du rôle de la France et de l'influence de la France. Est-ce que cet affaiblissement peut aussi affaiblir la position de Strasbourg? C'est votre question? C'est ma question. Oui, incontestablement. Incontestablement, il y a un lien. Je serais
Le siège de Strasbourg serait davantage conforté si la voix de la France se retrouvait la tonalité générale qui était la sienne il y a quelques années. Ça ne solutionnerait pas le problème. Vous savez que la situation est extrêmement préoccupante. Je sors ce matin d'une réunion de la task force présidée par Mme Catherine Trottmann en présence de monsieur le maire de Strasbourg et de plusieurs élus de toutes les sensibilités politiques. C'était extrêmement intéressant. Il y avait à l'évidence une vraie stratégie, une vraie volonté d'avancer, de créer des synergies, et tout ce qui a été dit était extraordinairement positif et enthousiasmant. Reste que numériquement, au Parlement européen, le soutien à Strasbourg faiblit, à la fois dans les rangs des élus, et ça pour le coup on a des indicateurs extrêmement précis, il suffit de comptabiliser les votes. On a aujourd'hui une majorité très très significative de parlementaires européens qui veut un siège unique et ou un départ pour Bruxelles. Et par ailleurs, il y a une affection pour le siège du Parlement à Strasbourg qui faiblit aussi de façon tout à fait significative dans les rangs des fonctionnaires. Et il ne faut pas les oublier non plus. Donc voilà, il faut être extraordinairement vigilant. La position de l'État, vous la connaissez, c'est le siège à Strasbourg, et tout ça n'est absolument pas négociable. Et je le dis tout de suite pour éviter toute ambiguïté, aucun plan B n'a jamais existé dans l'esprit de personne, et à chaque fois qu'il y a un doute, on va devant la Cour de justice, et à chaque fois qu'on va devant la Cour de justice, elle donne raison à la France. Donc le problème n'est pas d'ordre juridique, et la détermination de l'État à faire respecter les traités, elle est totale. Et nous n'avons aucun état d'âme à porter tout ça en justice à chaque fois qu'on perçoit un dérapage. Néanmoins, la réponse à la question du siège uniquement par l'angle du droit n'est pas suffisante. Il y a aussi un certain nombre de problèmes qui se posent, non pas simplement au regard des traités, mais au regard de la pratique quotidienne de ce qu'est un mandat parlementaire à Strasbourg, et qui doit être traité au niveau approprié. Voilà. C'est un sujet dont on n'a jamais complètement fait le tour, mais j'attire votre attention sur le fait que la situation est tendanciellement très délicate. Sur ce que je peux en penser à titre personnel, je suis prêt à l'évoquer avec vous hors micro autour d'un café. Madame. Alors, une double question qui nous envoie à des choses très différentes. Dans l'hypothèse où la Grande-Bretagne prendrait la décision, à l'issue de son référendum national en 2017, de quitter l'Union européenne, vous savez que les évolutions du traité de Lisbonne prévoient cette possibilité, et il est prévu un dispositif qui permettrait une sortie d'un pays de l'Union européenne de façon maîtrisée, de façon apaisée. Il faudrait créer en fait un nouveau traité, donc qui serait couvert par un statut de droit international public, et qui définirait dans le détail la nouvelle nature des relations entre ce pays et l'Union européenne. Et on créerait une nouvelle catégorie d'États, une nouvelle catégorie de relations entre l'Union européenne et un de ses anciens États membres. Et il faudrait regarder dans le détail tout ce qu'on conserve et tout ce qu'on retire. La Grande-Bretagne ne serait plus membre de l'Union européenne, donc elle n'aurait plus voix au chapitre au Conseil européen, elle n'aurait plus de ministre au Conseil, elle n'aurait plus de parlementaire au Parlement européen, elle n'aurait plus de juge à la Cour de justice, elle n'aurait plus d'avocat général au tribunal de première instance, elle serait sortie de tout le paquet institutionnel, sa représentativité en termes de capacité d'influence serait nulle. En revanche, rien n'empêcherait de construire des partenariats sur des politiques communes. Il est bien évident que ça n'aurait aucun sens de supprimer toute forme de coopération avec la Grande-Bretagne en matière de gestion collective des flux migratoires. Même si la Grande-Bretagne s'éloigne de l'Union européenne, on a quand même un vrai sujet sur les flux migratoires illégaux. Donc on pourrait très bien continuer à en discuter, mais dans un autre cadre juridique. En tout cas, la volonté collective des États serait sans aucun doute de créer un nouvel instrument de coopération qui évite de rajouter de la crise à la crise. Si l'Union européenne décide de partir, ce sera une crise. En revanche, il faut trouver un mode opératoire pour que sa sortie se passe. Il faudrait trouver un mode opératoire pour que sa sortie se passe le plus calmement possible dans l'intérêt mutuel de l'Union et de la Grande-Bretagne. On n'en est pas là. Il y a d'abord des élections générales en Grande-Bretagne et après un référendum. Et si j'en crois les derniers sondages, les deux partis en présence sont totalement au coude à coude et personne ne peut savoir aujourd'hui quelle sera la majorité qui sortira des urnes en mars prochain. Donc il sera toujours temps de se poser ces questions quand le peuple britannique se sera prononcé. Sur la deuxième partie de votre question, je ne crois malheureusement pas
que ça suffise à épuiser le problème, puisque même si aujourd'hui les Britanniques sont très mobilisés contre le siège de Strasbourg, ce ne sont malheureusement pas les seuls. Nous, on regarde dans un très grand niveau de détail les votes par sensibilité politique et par délégation nationale. On a au Parlement européen 73 députés italiens, exactement le même nombre que les Britanniques, qui sont anti-Strasbourg à 100%. Je crois qu'il y a plus de 65% plus de 65 des 73 députés européens italiens qui votent contre Strasbourg à tous les votes qui concernent de près ou de loin le siège. Donc l'idée qu'il y aurait un hyper problème britannique sur le siège de Strasbourg, c'est vrai, mais ça n'épuise pas le problème. D'abord, on a un énorme problème avec un grand arc septentrional. Les Danois, les Néerlandais, les Suédois sont aujourd'hui dans une position extrêmement offensive contre Strasbourg, avec un argument qui n'est pas un argument blessant ni pour Strasbourg ni pour la France, qui est un argument qui repose sur des logiques budgétaires. La trilocalisation pose un problème de ressources, et donc dans une période de disette budgétaire, il faut réduire toutes les dépenses identifiées comme étant excessives, et donc, pam, le siège. Voilà. Personne ne dit que Strasbourg n'est pas une ville magnifique ou que la réconciliation franco-allemande n'a plus de sens. C'est juste l'affectation budgétaire. Bon, c'est leur argument. Par ailleurs, il ne faudrait pas du tout penser que géographiquement, on n'a aucun problème avec les pays du Sud. C'est malheureusement plus compliqué que ça, et les Italiens en sont la démonstration. Il y a un vrai travail à faire avec les députés italiens aujourd'hui qui sont massivement hostiles à l'idée de... Alors, il n'y a pas un double siège, il n'y a qu'un seul siège à Strasbourg, mais en tout cas de la double localisation entre Strasbourg et Bruxelles. D'autres questions ? Monsieur ? Parmi les éléments qui permettent de conforter le siège du Parlement européen à Strasbourg, il y avait une solution, c'est que l'État français puisse étoffer un petit peu la présence du siège militaire à Strasbourg, et notamment le SGE, qui vient rejoindre l'État à Strasbourg. Oui, mais non. Non, mais pour une raison qui est totalement pratico-pratique, c'est que, encore une fois, on tourne à 3000 réunions interministérielles par an. Voilà. Nous, pour ceux qui connaissent la topographie parisienne, on était boulevard Diderot, donc à côté de Bercy, et ça a été considéré comme étant injouable au regard de la topographie générale des ministères, et on était obligé de retourner rue de Bellechasse, parce que la densité des réunions qu'on organise au quotidien est telle que nos interlocuteurs ne pouvaient pas faire 2 changements de métro. Donc si on leur explique maintenant qu'on va faire 480 km, je pense qu'on va avoir un vrai problème dans l'efficacité de ce service. Par ailleurs, je ne suis pas absolument convaincu pour ma part que ça changerait de façon substantielle... voilà. Est-ce qu'un parlementaire européen qui est un peu timoré sur la question du siège se sentirait totalement conforté sur Strasbourg parce qu'il sait qu'il y a un service du Premier ministre qui est installé ? Voilà, moi je ne pense pas que ça se joue là. L'accessibilité, la réduction des temps de trajet, certains sujets qui sont liés aux conditions d'accueil dans l'hôtellerie et la restauration, je sais que ça peut paraître un peu trivial, mais moi on m'en parle à chaque session. Ouais, je pense que ça a beaucoup plus de sens que de localiser ou relocaliser le SGE. Moi, j'adorerais vivre à Strasbourg, croyez-moi, mais je ne pense pas que ce soit totalement dans l'air du temps. Monsieur. Ça veut dire que Bruxelles a fait ce qu'il fallait pour que les députés européens adoptent cette façon européenne. Ah, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Les députés européens ne sont pas du tout bien à Bruxelles. La ville n'a fait aucun effort. La ville n'a... Non, absolument pas. Simplement, le Parlement européen a construit son identité politique dans la conquête de la codécision avec le Conseil. Et donc, il a impérativement besoin, pour sa crédibilité et pour la production législative, d'être à un pâté de maison de son interlocuteur. C'est très difficile pour lui, aujourd'hui, d'admettre qu'on peut être à égalité avec le Conseil et dans un niveau d'interlocution permanent entre le Conseil, la Commission et le Parlement, et quitter ce triangle d'or du quartier européen de Bruxelles. C'est aussi une question de crédibilité dans le positionnement interinstitutionnel. C'est consubstantiel à l'évolution de ce qu'est la procédure législative ordinaire. Monsieur, excusez-moi, je ne vous avais pas vu dans l'ombre, madame. Peut-être la dernière question ? Alors, il y aura de toute façon un sujet sur l'énergie,
notamment liées à ce qu'on appelle la directive ETS. La directive ETS, c'est celle qui vise à réduire les quotas d'émanation de gaz à effet de serre liés aux activités industrielles des États membres, avec une logique de mise aux enchères de l'achat de quotas. Le système, qui a été une pure invention française, ne fonctionne pas aussi bien qu'on aurait pu s'y attendre, parce qu'il y a en fait, pour le dire de façon rapide pour ne pas prendre trop de votre temps, la tonne de carbone est anormalement peu onéreuse. Pour dire différemment, ça ne coûte pas assez cher de polluer. Le système est viable si les industriels achètent la tonne de carbone autour de 30 €. Et aujourd'hui, avec la diminution du coût des matières premières fossiles, on pollue à peu près à 20 € la tonne. Et donc nous ne sommes pas dans un seuil de rentabilité du système de bourse. Et donc il faut impérativement légiférer là-dessus. Pourquoi? Parce que si on ne crédibilise pas le système ETS, et si on ne démontre pas la capacité collective des Européens à réduire l'émanation de gaz à effet de serre dans l'industrie, on n'est pas en situation de peser dans la négociation climatique internationale, qui doit normalement se terminer par un succès historique à Paris en décembre prochain. Donc on a aussi un enjeu national, on parlait tout à l'heure d'image, on parlait de prestige, on parlait d'exemplarité, on a aussi un enjeu politique majeur sur cette approche-là. Sur les questions de régulation économique et financière, on n'en a pas parlé cet après-midi, l'union bancaire, c'est un saut incroyable de l'Union européenne qui est passé complètement sous les écrans radars des opinions publiques, mais c'est très significatif. Pour autant, on a beaucoup légiféré. La question, c'est de voir comment on va faire vivre le two-pack, le six-pack, le TSCG, le semestre européen. On a une espèce de galaxie de textes là qu'on a à peine mis en fonctionnement, donc l'idée c'est quand même un peu de sortir de cette zone. En revanche, la gouvernance de la zone euro, qui n'est pas un sujet législatif, mais qui est un sujet de droit, c'est quelque chose sur laquelle, vous le savez, la France était totalement seule pendant très longtemps, avec un refus ontologique de l'Allemagne d'avancer là-dessus. Aujourd'hui, l'Allemagne est convaincue que c'est un sujet sur lequel il faut avancer, et nous avons retrouvé une capacité, une flexibilité dans l'échange avec notre partenaire allemand sur ces sujets-là. On n'est pas dans une totale convergence de vues, mais on arrive à en parler, ce qui n'était pas le cas précédemment. Le début d'année sera évidemment très marqué sur la question ukrainienne, qui n'est pas un sujet législatif non plus, mais qui est un sujet qui est également inscrit à l'ordre du jour du Conseil européen de jeudi prochain. On ne va pas refaire la géopolitique européenne maintenant, j'attire juste votre attention sur le fait que s'il y a bien un sujet sur lequel on aurait pu tous exploser en vol, c'est l'Ukraine. Je vous signale qu'en 2003, on n'a failli pas se remettre de l'affaire irakienne, qui en termes de sensibilité pour les opinions publiques se positionnait pas du tout de la même façon. Vous savez que sur la question ukrainienne, les opinions publiques, les citoyens des pays de l'Europe baltique sont dans un niveau de stress, d'anxiété extrêmement prononcé. Alors qu'on a des différences incroyables entre la dépendance énergétique liée au flux gazier en Ukraine de la Pologne, la sensibilité au sujet par l'opinion publique française, la très grande volatilité de l'opinion publique allemande sur les sujets liés à la Russie. Enfin, il n'y avait pas un sujet plus inflammable que la question de l'Ukraine et la question de leur rapport avec la Russie. Beaucoup plus complexe à gérer que l'Irak en 2003. Et bien en fait, on a eu de difficultés majeures à avoir une stratégie européenne, une totale convergence de vues politiques sur la gradation des mesures de sanctions vis-à-vis de Moscou. C'est vraiment, on est vraiment passé dans un autre système de calibrage d'une position européenne sur les sujets diplomatiques internationaux. Traverser la crise ukrainienne comme on l'a fait, sans jamais casser l'homogénéité du Conseil européen, ça prouve vraiment qu'il y a une vraie maturité des États membres pour avancer ensemble sur les sujets géopolitiques. C'était pas à gagner d'avance, Tout le monde était extrêmement inquiet. Il y a 1 an et demi, on pensait que ça allait exploser. Finalement, ça a tenu et ça a bien tenu. Et aujourd'hui, on est réellement en situation de pouvoir présenter un front uni vis-à-vis du président russe sur ce sujet-là. En l'occurrence, on parle beaucoup de la relation franco-allemande qui serait peut-être un petit peu difficile en ce moment. Je vous garantis qu'il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre le président de la République et la chancelière fédérale sur le sujet de l'Ukraine et sur le sujet de la Russie en général. D'autres questions ? Donc le format de nos échanges fait qu'on arrive quasi au terme de cette manifestation. Et je tiens vraiment à vous remercier. C'est moi qui vous remercie. La qualité. Merci. La qualité de votre propos et sa clarté et le caractère finalement très spontané de votre expression. Je vous propose, si vous voulez bien, qu'on prolonge cet échange autour d'un verre. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup pour votre accueil.
Bonne journée.